Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Allô? Parfait, super. Ce serait fâcheux qu'on commence, tout ça marche pas. Ben, tu sais, Tu sais, c'est fâchant. un calvaire. Un vrai calvaire. Bon, super. Bon, je pars ça, je pense. Ah ouais, oui, hein, on part sur ça. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la table ronde Amitié éternelle. Je vais vous laisser vous asseoir ou partir ou peu importe. Super. Alors, il existe des amitiés puissantes qui laissent une trace, des gens sur qui on peut compter pour avancer, qu'elles s'animent en vers, se dessinent dans les cases d'une bande dessinée ou éveillent l'imaginaire dans les récits et romans. L'amitié se dévoile sous de multiples facettes. Dans cette rencontre, nous discuterons de la manière dont les liens d'amitié, avec leurs forces et leurs fragilités, sont dépeints et valorisés dans leurs œuvres, nous invitant à réfléchir sur l'importance et la beauté de ces relations qui nous portent, nous définissent à travers le temps. Cette rencontre est une invitation à redécouvrir l'amitié à travers le prisme de la littérature et à célébrer les échos de ces relations dans nos propres vies. Alors, j'ai 3 auteurs, autrices avec moi aujourd'hui. J'ai leur bio. C'est formidable. Je vais vous les présenter si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, au centre, Boom. Salut. Allô. Boom est née en 1985 à Montréal. Détentrice d'un DEC et d'un baccalauréat en dessin animé, elle a vu ses courts-métrages voyager un peu partout dans le monde. C'est toutefois à la bande dessinée qu'elle se consacre depuis 2011. Autrice de La Petite Révolution chez Front Froid et de Nausées matinales et autres petits bonheurs chez La Pastèque, elle est connue surtout grâce à sa série Boomerie chez Glénat Québec, récompensée au prix Bédélis 2021. Son plus récent livre, La Méduse, chez Pau Pau, que nous avons ici, en double, formidable. Alors, s'est inspirée, La Méduse, de ses problèmes de santé. Elle a un mari, 2 filles, un chat et une immense liste de choses à faire. Surtout en ce moment avec la grève. Oui, ça complique. J'appuie la grève. On appuie. Il faut. On appuie, il faut. Faut. Très important. C'est compliqué pour tout le monde. Mais il faut. Faut. C'est ça. Suite à cet éditorial, donc. Boom souffre de diverses maladies oculaires depuis plus de 15 ans. En mars 2021, elle perd définitivement l'usage de l'œil droit. C'est pour ça que je suis dans ma Rohan- passe. Pardon? Ben non, vas-y. J'allais dire, je suis dans ma passe IMO, là. Je peux cacher. Parce que je vois pas de cet œil-là. Donc, on peut faire un look qui cache Oui. et ça n'a aucun impact. Les gens dans la foule, ils apparaissent devant moi de la droite. C'est Ah, c'est le fun, ça fait des petites émotions. Oui. Les gens comme surgissent. en constante fight or flight, là. Tu es tout le temps pressé. Toujours ceux qui vivent, ça garde vivant. Formidable. Alors, j'ai également aujourd'hui avec nous Guillaume Bourque, je cite ici, qui est né à Montréal en 1980. Il a grandi à Boucherville, où se déroule l'action de plusieurs histoires qu'il a publiées. Il a étudié la littérature à l'UQAM et à McGill, où il a obtenu un diplôme de maîtrise. Après avoir publié de la poésie dans les revues québécoises et un recueil de poésie chez un éditeur belge, Je deviendrai toujours ce qui reste de moi, en 2006, il s'est produit comme humoriste sur la scène de la relève montréalaise. Il a trouvé dans l'écriture narrative sa voie entre la poésie et la comédie. Il a publié chez Boréal en 2013 Jérôme Borromée, un roman d'apprentissage trash narré à la 2e personne du singulier. Il a ensuite fait paraître chez Le Méac en 2019 Lockdown, un roman à énigmes à portée sociologique articulé autour du thème de la violence sexuelle. Vient de paraître également chez Le Méac son plus récent roman, Robbie Reste, juste ici, qui traite avec philosophie du deuil et plus spécifiquement de l'altérité dans le deuil. L'œuvre de Guillaume Bourque gravite autour des thèmes de l'altérité et de la fuite du temps. Son écriture, dans la tradition du roman américain, se caractérise par un grand dépouillement, un refus de l'artifice. Malgré la gravité des sujets qu'il aborde, ses romans ont tous une touche humoristique. Et finalement, à côté de moi, Rohan Mersil,
Rohan ressent depuis toujours un profond besoin de traduire ses propres sensations d'une façon qui réussira à faire écho à celle des autres. C'est donc d'abord à travers les arts visuels dans la jeunesse, puis la musique, le théâtre et finalement la danse qui, elle, s'accomplira le plus. Suite à sa graduation de l'École de danse contemporaine de Montréal, elle navigue les projets de mouvement pendant quelque temps pour finalement ne plus se sentir tout à fait à sa place dans cet univers. Et elle retourne donc par curiosité, qui deviendra rapidement une nécessité, vers l'écriture et la musique. C'est à travers la découverte de sa propre trace en tant qu'artiste et en participant à faire vivre les projets des membres de sa communauté que Rohan trouve peu à peu sa place dans le paysage artistique vibrant autour de lui. Et elle espère pouvoir continuer de prendre ses aises peu à peu et souhaite que sa signature artistique continue d'être vivante, en constant mouvement. Des fleurs qui n'ont pas de nom et son premier recueil de poésie. Bienvenue à vous trois. Merci. Bonjour. L'amitié, grand thème, souvent peu exploité en littérature ou exploité en surface. On a des types très, très différents d'amitié dans vos trois œuvres. Je trouvais ça très intéressant. D'abord, Guillaume, ton roman tourne autour de cette espèce d'amitié, un peu de compétition, qui devient un moteur de vie pour tes deux personnages, voire même un moteur de mort aussi. Et on a aussi un autre type d'amitié dans ton roman, qui est l'amitié de circonstance, l'amitié obligatoire, pratiquement, qu'on se retrouve à vivre avec quelqu'un et que ça se développe, et ainsi de suite. Et bien entendu, ces amitiés qui s'étiolent à travers le temps. Des vieilles amitiés de quand on était à l'école ensemble, ça, on se revoit, est-ce qu'on a encore quelque chose à se dire? Est-ce que c'est malaisant? Donc, je voulais vraiment souligner qu'on a ces amitiés un peu sombres, je trouve, dans ton roman. Par la suite, boum, on parle des amitiés qu'on repousse souvent pour ne pas montrer notre faiblesse, qu'on veut mettre à l'écart de notre mal-être, dont on veut montrer seulement notre beau côté, dont on n'accepte pas l'aide et qu'on finit par accepter l'aide. Aussi, l'amitié qui devient amour. Cette amitié qui se transforme rapidement dans des sentiments amoureux. Donc, on est dans une toute autre forme d'amitié. Rohan, dans ton recueil, cette peine d'amour qui n'en finit plus de finir. Et ces amis qui sont là pour, comme je l'ai dit à quelques reprises, patcher les trous du cœur et qui sont là pour épauler et mener la personne plus loin ou du moins faire en sorte qu'elle se sente moins mal. Donc, à tour de rôle comme ça, c'est des amitiés qui sont très, très particulières. Pouvez-vous m'en parler un peu de d'où vient ce désir de mettre l'amitié en littérature, Guillaume? Oui, ce qui est particulier dans le rapport à l'amitié dans mon roman, c'est que à l'intérieur des retours en arrière, Harold et Robbie ont été des amis de jeunesse qui se sont perdus de vue dans la trentaine. Et Harold revient dans l'univers de Robbie alors que Robbie vient de mourir. Donc, il va s'installer dans le shack où vivait Robbie et il va fouiller les traces de Robbie sur son ordinateur, son cellulaire et tout ça. Donc, il reconstitue les dernières années de vie de Robbie et, ce faisant, il se souvient de leur relation quand ils étaient adolescents, quand ils étaient jeunes hommes. Et à ce moment-là, cette amitié-là était sous le signe de la compétition, effectivement. Mais au fil du deuil, parce qu'Harold va faire le deuil de Robbie en fouillant sa vie, au fil du deuil, la relation où l'autre, Robbie, est une source de compétition est complètement transformée. Robbie devient une source d'identification parce que dans le processus du deuil, on intériorise l'autre. L'autre n'est plus que la trace qu'il a laissée en nous. Et à partir de ce moment-là, il devient une figure par laquelle Harold va se construire. Le shack se trouve dans la cour de la mère de Robbie et donc, dans les circonstances, Harold va développer une amitié avec Venise, avec la mère de Robbie. Donc, c'est aussi une amitié entre un jeune homme de 39 ans et une femme de 73 ans, quelque chose comme ça. Donc, l'amitié est assez centrale de ces différentes façons-là dans le livre. Là, ouais. Et toi, Boum? Moi, ma BD parle de maladies dégénératives de la vision. Donc, j'ai d'un peu pris mes propres peurs et mes propres problèmes de santé. Je les ai donnés à un personnage fictif. Donc, ça tourne quand même autour de ça, où justement le personnage, au fil du livre, et le lecteur aussi, par proxy, parce que le personnage, donc, voit des méduses, et ces méduses-là obscurcissent une partie de la page. Au fil du livre, les méduses se multiplient. Le livre devient de plus en plus difficile à lire, incluant le lecteur, dans le fond, dans la perte de vision. Et le personnage principal, qui s'appelle Odette, a tendance à s'isoler. C'est une maladie qui paraît pas de l'extérieur, c'est une maladie invisible. C'est ironique parce que c'est une maladie de vision.
Donc, les autres le savent pas. Fait que si elle en parle pas, les gens oublient autour d'elle. Donc, elle se fait une nouvelle amie. Elle a un très, très bon ami qui s'appelle Léon, qui est son ami. On ne sait pas depuis quand, moi, je le sais. C'est un ami d'école secondaire. Là. Ils sont restés en contact. Merci pour l'info. Mais ça, c'est un surplus que je vous dis là. Ils sont amis depuis longtemps. Lui, il est au courant de sa maladie, mais à un moment donné, il est plus vraiment au courant à quel point c'est grave parce qu'elle n'en parle pas trop. Puis elle garde ça pour elle-même. Et entre-temps, dans l'histoire, elle se fait une nouvelle amie qui devient éventuellement une histoire d'amour. Mais elle décide de rien lui dire par peur de perdre cette amitié-là, de perdre cet ami-là, de perdre cette relation-là, parce que comme si elle se mettait à faire pitié, finalement. Oui, on a l'impression qu'elle a peur d'être un poids aussi pour cette personne-là. Bien, parce que c'est un handicap qui est assez important pour quelqu'un qui a vu jusqu'ici. Il y a une différence entre quelqu'un qui naît aveugle et quelqu'un qui doit apprendre à devenir aveugle. La barrière est assez haute. Dans le fond, c'est épeurant, c'est intimidant. Mais dans le fond, le personnage principal a besoin de son entourage. Je voulais illustrer d'une certaine façon la famille choisie. T'sais, oui, il y a la famille biologique, puis bon, mes personnages sont dans la jeune vingtaine, ils ont des désaccords avec leurs parents. Il y en a une qui a une mère très envahissante et tout ça. Mais elle peut choisir les gens avec qui elle a envie de se confier. Puis bon, évidemment, ça tourne autour de ça, qu'elle sortit de se confier. Mais bon, évidemment, à me donner, ils sont là pour le soutien moral et tout. Oui, tout à fait. Et toi, Roy? Oui. Ça a l'air dramatique comme ça, mais j'ai la profonde conviction que mes amis ont sauvé ma vie, là. Puis que mes amis continuent constamment de sauver ma vie de par leur présence, puis de la rendre aussi merveilleuse qu'elle est. Puis je m'en fais un devoir aussi personnel de m'assurer que je redonne tout ce qui m'a été offert là, dans ces relations-là. Puis, en toute honnêteté, je vois... Selon moi, il y a pas de... la limite n'existe pas pour moi entre l'amitié puis l'amour. C'est exactement la même chose pour moi. J'ai les mêmes responsabilités envers mes amis que j'aurais envers si j'étais en couple. Puis je m'attends aussi à ce que mes amis se sentent de la même façon. Tu sais? Et... Ouais. Oui, il y a vraiment... Puis, tu sais, je veux dire, des fois, on couche avec nos amis, des fois, on parle toute la nuit avec nos amis, des fois, on va faire nos commissions avec nos amis. Bien, c'est la même chose qu'on ferait en couple, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que là, à un moment donné, on se calme, là, tu sais, comme... Je suis pas en train de dire que je couche avec toutes mes amies puis que toutes mes amies, c'est mes chums puis mes blondes, mais je veux dire... Il y a pas, selon moi, il n'y a pas une plus belle preuve d'intimité que de vouloir s'assurer que la personne qui est devant toi, qui est ton ami, tu veux que cette personne-là devienne une meilleure personne. Puis cette personne-là veut aussi que toi, tu deviennes une meilleure personne à travers ton contact. Fait que, selon moi, ça, c'est la plus belle forme d'amour, puis c'est l'amitié. Mmh. Je vous écoute beaucoup parler au jeu, de faire des liens très, très forts avec vos œuvres. J'ai l'impression que vous avez écrit des œuvres très, très, très personnelles et très près de vous. Est-ce qu'on pourrait quasiment dire que c'est votre œuvre la plus personnelle qui est sur la table présentement, qui se rapproche le plus de votre vie? Moi, oui, mais j'aime quand même faire une parenthèse que j'ai fait de l'autobiographie pendant 9 ans. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est de la fiction, mais c'est mon œuvre la plus personnelle. Oui, mais c'est ça, j'avais ce feeling-là qu'il y avait vraiment une partie de toi qui je sais pas, ce côté de perte, peut-être, que je sentais qui était très, très forte. Ben, comme lectrice, j'ai senti une connexion très forte avec le lecteur, avec cette. Ben, probablement parce que c'était super immersif au final, puis je me retrouvais moi-même à voir des méduses partout. C'est un peu fait exprès, c'est l'effet voulu. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est que ça fait longtemps que j'ai des problèmes d'yeux, puis j'ai remarqué que même mon conjoint, que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup, mais même lui, il oubliait des fois. Puis il me disait, t'as-tu encore... Moi, j'appelais déjà ça des méduses. J'avais une méduse dans l'œil, j'avais beaucoup, beaucoup de taches, donc des corps flottants. Là. Il y a à peu près vraiment beaucoup de gens qui finissent par avoir ça dans leur vie. Moi, j'en avais une quantité phénoménale, mais c'était permanent dans ma vision. J'avais une tache qui bougeait un peu comme une méduse, fait que j'appelais ça, étant quelqu'un de créatif, j'appelais ça une méduse. Puis mon chum, une fois de temps en temps, comme si ça le frappait, il faisait «
t'as-tu encore ta méduse? Je suis comme, oui, elle n'est pas disparue par magie. J'en parle pas tous les jours. Il y a des moments où j'y pense moins, mais elle est tout le temps là. Puis, ben, éventuellement, j'ai eu de plus en plus de problèmes d'yeux. C'est tout le temps dans le même œil, une chance. Puis j'ai eu envie de pas de partager, mais de faire comprendre, oui, à mon chum, mais aux gens autour de moi, c'était quoi la peur de perdre la vision, la peur de l'inconnu devant. Puis j'ai trouvé cette espèce de petite gimmick-là. Je pense pas que j'aurais pu raconter cette histoire-là autrement qu'en bande dessinée. Non, puis c'est un élément très anxiogène pour le lecteur. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça inquiétant, puis je me suis vraiment... J'ai été capable d'une empathie beaucoup plus grande parce que probablement c'était dessiné et je voyais l'effet. Bien, justement, tu sais, des fois, regarde, c'est ça. On voit... Et plus les pages s'additionnent, moins... C'est ça. Alors, au début, on peut, il n'y a pas de problème parce qu'il y en a juste une méduse, puis... Oui, elle flotte, c'est presque cute, mais plus ça va, plus on sent l'impact dans sa vie, ce personnage-là, et tout ce que ça crée autour d'elle. Et c'est extrêmement touchant. Merci. Vraiment. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir écrit... En fait, dans Robirest, il n'y a pas grand-chose d'autoréférentiel, d'autobiographique, mais pourtant, c'est quand même très personnel, dans la mesure où la vision du monde du personnage, sa sensibilité, quelques petits aspects, le chagrin d'amour peut-être, certaines addictions peut-être aussi, qui sont plus proches de mon expérience personnelle. Mais pour moi, c'est un objet qui était complètement extérieur à moi. Je l'ai placé dans un contexte qui n'est pas du tout le mien. J'ai pas grandi dans les Laurentides. J'ai pas d'amis qui est décédé de cette façon-là. Non, surtout pas de cette façon-là. J'ai pas eu d'amitié avec la mère d'un ami qui est décédé. Bon, en fait, il n'y a rien là-dedans qui est autobiographique. Mais le personnage a des aspects de ma personnalité quand même, de ma vision du monde. J'espère juste que j'aime penser que je suis peut-être un peu plus capable d'une empathie ou d'une générosité gratuite que lui, parce qu'il n'est pas toujours sympathique. Mais il est sympathique, là, mais il change quand même au travers de ses rencontres et de ses amitiés. Là, il va avoir vraiment une évolution de ce personnage. Oui, exactement. Le personnage qui, au départ, puis c'est pas parce qu'il est malveillant, malfaisant ou qu'il manque d'empathie par trait de personnalité déterminé. Il est en crise. Quand on est en crise, on est dans une période de dépression. On n'est pas très empathique parce qu'on est complètement absorbé par sa propre douleur. Donc, mais au fil du roman, il va évoluer, il va s'ouvrir au monde, enfin, grâce à sa relation avec Venise, avec la mère de l'ami décédé, entre autres, et en se construisant aussi à partir des traces de Robbie, à partir du souvenir de Robbie. Et puis là, évidemment, il va être capable de plus d'empathie et de générosité. Il fait la paix aussi, quand même, avec cet ami avec lequel il était constamment en compétition et tout ça. Le bon deuxième, tout à coup, accepte. Ouais, c'est peut-être pas ça, au final. Oui, puis c'est quelque chose qui est important pour moi avec le temps. Quand j'écrivais plus jeune, dans la vingtaine, début trentaine, ça pouvait rester noir, sombre tout le long, puis c'était correct comme ça. Maintenant, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'ombre et la lumière, parce que la vie est comme ça. Et toi? J'ai chanté Entre l'ombre et la lumière hier au karaoké. J'ai eu un flashback de shot de tequila, là. Ben oui, je dirais que c'est profondément mon œuvre la plus intime parce que c'est la seule. Oui, effectivement. Fait que c'est sûr que... Mais je trouve que je cède déjà quand même la barre quand même assez haut au niveau de l'intimité, mais en tout cas, personnellement, en ce moment, j'ai pas d'intérêt pour la fiction au niveau de ma propre plume. J'ai envie d'écrire sur ce que j'ai vécu. J'ai envie de partager ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai touché. Puis il y a la même recherche là, d'aller creuser en dedans là, pour ma prochaine publication. Faut que j'envoie le manuscrit à mon éditrice bientôt. Elle me l'a dit tantôt. C'est elle, mon éditrice. Mais oui, absolument. Je pense que c'est la chose la plus riche qu'on a, notre intimité. Fait qu'il faut la partager. Est-ce que tu as eu, par moment, peur de te mettre trop à nu, de te mettre trop en danger, de te montrer trop vulnérable? Non. Non. Sincèrement, ça m'est jamais passé par la tête. Puis ça, je pense que tu sais, j'ai passé ma vie à faire
des performances, à faire de la danse, à faire du théâtre. Je fais de l'art depuis que je suis capable de tenir un crayon, là, je pense, pour vrai. Fait que j'ai pas d'intérêt à cacher ma vulnérabilité en général dans la vie. Est-ce que des fois, c'est pas la bonne chose? Oui, absolument. Mais je préfère largement vivre ma vie à découvert puis me permettre de passer à travers tout le roller coaster, puis advienne que pourra, puis on se mettra des plasters si on se fait des bobos. C'est les amis qui vont façon de aimer. voir la vie. Tout à fait. C'est les amis, effectivement. On parlait de la perte. C'est sûr que la perte est un thème très fort dans vos 3 œuvres, que ce soit la perte des repères complètement, en fait, pour Harold, qui perd un ami, qui perd une blonde, qui perd un peu tout. Par la suite, la pandémie arrive, donc il perd encore plus. Pour toi, bien entendu, la perte de la vision, qui est assez le thème central de ce livre. Toi, une perte amoureuse. Puis tantôt, j'aimais que tu parles de cette lumière qui finit par jaillir de la noirceur. Puis malgré le fait que le roman graphique se termine dans le noir, il y a quand même de la lumière qui jaillit. Donc, comment on réussit, à travers des récits de perte, à faire justement jaillir cette lumière-là, puis que les lecteurs finissent par « OK, bon, je suis touchée, j'ai vécu une montagne russe avec ces personnages-là, avec cette histoire-là, puis je le referme, puis wow, OK, je me sens bien. » Comment on réussit ça avec des sujets qui sont quand même difficiles, lourds, ou des émotions qui sont à fleur de peau? Bien, je pense qu'on s'en sort pas tout seul. Ben oui, vraiment. J'ai dit bien dit. Oui, vraiment, vraiment. Puis je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on peut s'en sortir tout seul aussi. Il y a aucunement... C'est pas nécessaire. Ça apporte rien à personne. Puis, tu sais, les gens qui nous aiment dans nos vies sont là pour nous. Ils nous aiment. Puis je trouve ça tellement malheureux qu'il y a des gens qui pensent que les gens qui sont autour d'eux les aiment pas. Tu sais, il y a tellement... Je sais pas, tu sais, cette espèce de crainte, cette espèce d'anxiété-là de « Ah, shit, j'ai-tu été too much avec mon ami? » ou « Ah, là, j'étais-tu trop ci, trop ça? » Les gens qui sont là t'aiment, tu sais, fait plongent dans leurs bras quand ils te les ouvrent, tu sais, parce qu'à un moment donné, ben ils seront peut-être plus là, tu sais. Fait que, let's go. Je te voyais acquiescer, boum. Ben, tout ça. C'est quand j'ai écrit ce livre-là, moi, je m'étais dit que c'était important que ça soit pas justement, la maladie dégénérative. Tu sais, je voyais juste mon livre faire... je m'étais dit, le lecteur va finir ça, il va être vraiment déprimé, puis fin. Je m'étais dit, non, il faut que je trouve le moyen de... qu'il y ait un peu d'espoir là-dedans. Tu sais, la vie continue, il y a d'autres choses qui vaut la peine d'être vécues. Puis oui, OK, ça a l'air cucu, là. Moi, j'ai fait une histoire d'amour. Mais c'est pas que ça. C'est la complexité des relations dans la maladie, le rapport que les autres ont versus cette maladie-là, que même si c'est toi qui la vis, ça a quand même un impact aux gens autour de toi. Puis c'est venu un peu tout seul après, une fois que je me suis dit, OK, je vais faire comme ces 2 histoires-là en parallèle. Puis je trouvais ça important qu'il y ait un peu de luminosité, mais chose importante, je sais pas, ça doit être pareil pour n'importe qui crée, là. Quand tu as le nez dans ton travail depuis des années, moi, ça m'a pris à peu près 3 ans faire ce livre-là. Il y a tout le temps un stade que quand tu commences ton projet, tu te dis c'est la meilleure affaire au monde. Puis là, quand tu es rendu dedans, tu te dis c'est à chier. Puis là, quand il sort, tu as les pieds dedans. Tu as un éditeur, tu as signé un contrat, tu es faite, il faut que tu le finisses. Puis quand je l'ai fini, j'étais un peu dans un sens où je pensais que c'était plate. Je me suis dit, c'est ennuyeux, je l'ai trop regardé. Forcément, c'est moi. Je suis super critique envers mon propre travail. Puis je m'étais dit, c'est un livre plate et vraiment downer, vraiment déprimant. Puis là, les critiques sortent. C'est lumineux, c'est tellement plein d'espoir, j'étais tellement heureux. Tu sais, bouleversé, oui, mais lumineux. Puis moi, ça m'a vraiment fait comme... J'ai fait exprès. Ouais, c'était ça que je voulais faire depuis le début. Je savais tout à fait ce que je faisais. Oui. Bref, je sais pas ce que je fais, mais ça donne ça. Ça donne beaucoup de lumière, je te le confirme.
de mes tripes. Là. C'était quelque chose qui était quand même très personnel, puis ça m'a fait beaucoup de bien le faire. Puis je pense qu'en bout du compte, il y a quand même eu un certain succès, ce livre-là. Là. C'est mon 16e album. C'est la première fois que j'ai un succès. Bravo. Merci. Puis j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. C'est que on dirait que je m'attendais pas à ça, puis j'ai encore de la misère à croire comment ça s'est passé, puis tout ça. Puis après toutes ces années-là, j'y vais quand même encore à tâtons. Ça fait juste me faire du bien, puis si les gens aiment ça, tant mieux, c'est un bonus. Donc, tu marches vraiment à l'instinct, finalement. Puis l'instinct est bon, je pense. Oui, mais des fois, l'instinct, on dirait que je veux pas y croire, mais oui, là, je suis en train d'écrire une nouvelle affaire, puis je sais pas ce que je fais, là. Je m'amuse. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est vrai que c'est ça l'essentiel. Et toi? C'était quoi la question, là? Mais comment on fait pour faire surgir justement cette lumière-là? Tu en as parlé tout à l'heure, mais comment on arrive à ouvrir cette porte-là lumineuse à travers autant d'épreuves, finalement, que les personnages vivent, puis on a l'impression que ça s'enfonce de plus en plus, et là surgit la lumière, enfin. Oui, bien, c'est la courbe. D'un premier point de vue, je pense qu'au niveau de la construction identitaire des gens en général, on a eu tendance à penser avec disons, la psychanalyse freudienne on se construisait par opposition à l'autre. Alors que dans les faits, on se construit beaucoup dans des rapports d'intersection avec l'autre. On se construit beaucoup en s'appropriant l'autre. On est toujours en train d'imiter. Si vous apprenez une langue seconde, vous allez imiter quelqu'un pendant un certain temps pour vous approprier cette langue-là. Donc, on est constamment dans un rapport de mimétisme. On est constamment en train d'imiter l'autre. Et je me surprends de plus en plus en vieillissant à reconnaître mon père à qui je ressemble pas du tout. Mais dans mes expressions, dans ma posture ressemble de plus en plus à celle de mon grand-père. Donc je vois ces choses-là. Donc, on se construit avec l'autre beaucoup aussi. Et mais maintenant, pour ce qui est du craft, du métier, du travail romanesque comme tel, bien, c'est important que le personnage ait une courbe de rédemption, qu'il y ait une courbe psychologique. Et puis, il y a deux façons de faire cette courbe-là. On peut commencer dans la lumière puis amener quelqu'un dans la noirceur, mais vous aimez pas ça. Il n'y a personne ici qui aime ça à peu près. Donc, on parle de happy end à Hollywood, mais c'est quand même assez ancré dans les structures narratives, les schémas actentiels classiques, là. Donc, c'est ça, pour moi, c'est important qu'on commence... Si on commençait dans la noirceur, ce qui est un terreau fertile pour être dans une profondeur de sens, parce que quand on est dans la noirceur, souvent, c'est là qu'on va dégager le plus de profondeur. Et ensuite, pour aller vers la lumière. Toujours. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans vos 3 œuvres qui se rejoignent, ou dans vos vies, parce que je te connais un peu plus, bien entendu. La musique est omniprésente dans les livres que j'ai devant moi. Soit la musicalité ou la musique dans ton roman graphique, on a des paroles de chansons un peu partout. Les gens se réfugient dans la musique. Toi, c'est heavy metal à fond la caisse, tout ça. On sent qu'il y a un rapport vraiment fort à la musique. Il fallait que je le souligne parce que je trouve ça super le fun d'avoir 3 personnes qui ont mis la musique de l'avant. Quelle place ça occupe dans votre vie, dans votre art, la musique? Ben, comme tu as nommé oui, il y a du heavy metal dans mon livre, il y a du heavy metal dans tous mes livres. C'est un genre musical qui est particulièrement intense, qui peut être rébarbatif et peut être un peu rebutant pour certaines personnes, mais c'est juste du rock'n'roll en plus rapide. Donc, c'est la même chose, c'est du Chuck Berry, au fond. Le heavy metal a cette intensité-là. Puis bon, ça convient bien aussi. C'est très gars, quand même, le heavy metal, même s'il y a des femmes qui chantent du doom metal, des fois. Mais c'est assez gars. Puis c'est un univers un peu, Robbie, Harold, jeunesse, compétition, tout ça. Les années 90, quand même, c'est une époque où cette musique-là était assez en vogue. Mais donc, c'est ça, la musique occupe cette place-là dans la mesure où c'était un peu ce qu'on écoutait au début des années 90. Là. Mais on a des scènes aussi qui sont rythmées par la musique. Je pense à Colombe, l'ami de Venise, qui tout à coup se laisse aller sur cette musique-là, puis on décide, on va changer la musique. Tout dérape sur la musique. Oui. J'ai essayé de couvrir quand même un éventail assez large de musique. Je pense que les gens sont très animés par la musique. Donc, mes personnages, selon les groupes d'âge, selon les cultures, ils écoutaient différents genres musicaux. Là, ouais. Tout à fait. Et toi, Bob?
Moi, ça partait d'une volonté de situer mon personnage un peu dans le temps, aussi de faire en sorte que, à la valeur plus réelle, il y a une scène où elle s'en va faire du jogging. Mais tu sais, elle y va un peu. Elle pense que se remettre en santé, ça peut faire améliorer le pronostic de sa maladie. Donc, elle commence à faire du jogging, mais en même temps, elle n'a pas vraiment envie de le faire. Fait qu'elle s'assoit puis elle choisit la toune. Il faut qu'elle trouve la toune sur laquelle courir. Fait que elle passe un paquet de chansons, mais c'était pour la rendre plus réelle aussi. Je pense que aussi en bande dessinée, tout l'aspect visuel est évidemment poussé. J'ai mis les pochettes des albums. Je voulais vraiment que les gens fassent « Ah, je l'aime, cette chanson-là, moi aussi, blablabla. » Puis il y a un lecteur français qui m'avait écrit, parce qu'elle a une playlist Spotify, là, c'est vraiment c'est vraiment actuel comme histoire. Elle a une playlist Spotify qui s'appelle Gros Muscle. Puis il y a un lecteur français qui m'a écrit puis qui a dit « Je l'ai cherché sur Spotify, je l'ai pas trouvé. » C'était sûr que je fermais Instagram puis j'allais créer la playlist après. Fait que je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont cherché, qui ont retrouvé la playlist avec exactement les mêmes chansons. Fait que tu l'as créée par la suite. Oui, j'ai créé répondre à ce besoin. La playlist de jogging, elle existe. Ah, c'est super. Comment elle s'appelle encore? La playlist, elle s'appelle Gros Muscle. Gros Muscle, tout le monde. Vous irez voir ça sur Spotify. Ben, je vais y aller, oui, vraiment. Elle n'est pas très longue. J'ai pas fait une longue playlist pour dans mon lit. J'ai juste pris les chansons qu'il y avait dedans. Mais des bonnes chansons pour faire du jogging. Ben oui. En fait, il y a une grosse partie de mes poèmes qui existent aussi en format parole de chanson. Je dirais qu'il y a vraiment l'un coule dans l'autre pour moi là, de façon constante. Écrire un poème peut m'amener à aller retravailler une chanson. Écrire une chanson peut m'amener à à trouver le vers qui manquait pour le poème XY. Puis ben, un peu comme, tu sais, je veux dire, c'est un peu fatigant de faire comme, ouais, moi j'aime ça écouter de la musique, là, comme c'est correct, tout le monde aime ça écouter de la musique, là. Mais je sais pas, il y a quelque chose de vraiment particulier. Il y a tellement des chansons qui sont fortes dans mon univers, dans ma mémoire, que ce soit un matin Y pas rapport quand j'étais petit, que je me rappelle que mon père avait mis du Peter Gabriel puis que j'avais passé à la balayeuse, ou un Noël où est-ce qu'on avait écouté l'album de Norah Jones, ou tu sais, puis c'est un peu comme ça que je me dis que je veux que mon art existe chez les gens qui vont le consommer. Là, je veux que les gens puissent associer un moment de leur vie soit à un de mes poèmes ou à une de mes chansons. Pour moi, ça serait comme la plus belle chose qui pourrait arriver, là, de faire partie de la vie de quelqu'un comme ça. Là. Ouais. De faire partie des souvenirs des gens, finalement. Ouais, fucking! Fucking! Non, mais, tu sais... mon livre est sur Goodreads, qui est une application là, où est-ce que tu peux aller... je suis au salon du livre, vous devez bien savoir c'est quoi. Puis, tu sais, il y a une lectrice qui a pas particulièrement aimé ça, tu sais, puis elle était... Grand bien lui fasse, là, moi, ça me fait pas un pli sa poche, là. Mais, tu sais, puis elle disait, j'ai pas connecté vraiment, tu sais, avec le message, avec la vibe, etc., tu sais. Puis j'ai réécrit, puis j'étais comme, hey, ben, tu sais, premièrement, merci d'avoir acheté le livre. Puis j'étais comme, ben, tu sais, j'espère que à un moment donné, tu vas le relire, puis ça va faire plus de sens pour toi à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de films ou de livres qu'il faut que tu relises ou qu'il faut que tu revoies, puis que ça va te faire un autre sens après, tu sais, j'ai l'impression. Oui, tout dépendamment où tu te trouves dans ta vie à ce moment-là, puis est-ce que ça te parle, est-ce que ça vient chercher, puis on peut même penser à certaines de vos œuvres que c'est peut-être pas le moment de lire telle œuvre, si tu vis un deuil épouvantable, ou encore une fois, c'est peut-être que tu as besoin de lire ce type de livre-là si tu vis ce deuil épouvantable-là. Tout est une question de timing et de moment dans lequel une œuvre, que ce soit de la musique, que ce soit littéraire ou un film,
entre dans ta vie, justement, là? Oui. Quand Lady Gaga a sorti Art Pop, je me rappelle que j'avais vraiment pas aimé ça à la première écoute, tu vois. Puis je me disais, c'était sûr, j'allais parler de Lady Gaga. Puis maintenant, c'est un de mes albums favoris. Là. C'est tellement vibrant, c'est tellement vivant, c'est tellement coloré que je suis comme Chris. Pourquoi j'aimais pas ça, tu sais? Ben, je sais pas. Là, maintenant, j'aime ça. Fait que c'est ça. J'ai des questions spécifiques à chacune d'entre vous. Guillaume, j'ai vraiment aimé le changement de narrateur, qui est une surprise pour moi dans le livre. On arrive à la moitié, puis OK, wow, on est dans la tête à spoiler, on est dans la tête à quelqu'un d'autre. Ah, j'aime ça. Est-ce que c'était prévu dès le départ ou à un moment donné, clac, tu as eu un flash, puis tu t'es dit, c'est là qu'il faut que ça aille pour faire progresser l'histoire? La première partie du roman est narrée à la première personne, du singulier au je, donc. Vous saviez ça, hein? Est narrée au jeu. Et puis, je savais que la deuxième partie, je devais passer à la troisième personne pour la deuxième partie, mais le narrateur omniscient ne me tentait pas. Je voulais pas tomber, parce qu'il y avait toujours une charge affective plus grande quand on écrit au jeu. On est dans les émotions d'un personnage. On a accès à l'intimité d'un personnage. Et puis là, passer tout d'un coup à cette voix-là impersonnelle, à une voix omnisciente, ça me tentait juste pas de l'écrire. Donc, il a fallu que je trouve une façon de dire comment ça peut me tenter de l'écrire tout en étant effectivement la troisième personne. La façon que j'ai trouvée, ça a été de tout simplement faire une troisième personne réflexive. C'est-à-dire que Harold, c'est celui qui est vivant, imagine le point de vue que Robbie, le fantôme de Robbie, aurait sur lui. Donc, dans les faits, c'est toujours Harold qui parle de lui-même, mais à la troisième personne, en s'imaginant ce que le fantôme d'Harold, le jugement que le fantôme d'Harold aurait sur lui. Ça va? Donc c'est dans les faits, c'est toujours Harold qui parle, mais là, il parle comme se voyant du point de vue de Robbie. Ce qui donne une certaine distance critique. Aussi, là. Oui, ça donne une distance critique, puis ça permet d'intégrer la subjectivité aussi de Robbie. Parce que ce qu'il en imagine, du moins, donc Robbie peut avoir un jugement sur Harold. Harold a fouillé son ordinateur, son téléphone pour savoir c'était quoi ses dernières années de vie. Donc, il peut s'imaginer que Robbie lui en veut un petit peu de cette intrusion-là dans sa vie privée. Et donc, ça donne un peu de relief dans ce sens-là, parce que c'est toujours Harold, mais c'est aussi Robbie, et c'est Robbie avec le jugement de celui qui a vécu une intrusion dans sa vie privée. J'ai envie de te demander, Boum, parce que tu as fait beaucoup de dessins animés dans la première partie de ta vie. Comment ça vient teinter ton processus créatif quand tu arrives à faire du roman graphique ou de la BD ou quoi que ce soit? Comment tu travailles? Est-ce que tu y vas avec l'histoire en premier, le dessin? Est-ce que tout à coup, tu as une conscience du mouvement qui est un peu plus aiguisée que si tu n'avais fait que du dessin? Comment ça fonctionne? Toute une question. J'ai fait du dessin animé, oui. J'en ai fait pas mal. Puis éventuellement, j'ai eu des enfants. Puis ça a pas mal ralenti parce que les contrats à la pige en animation, c'est toujours pour avant-hier. Là. C'est tout le temps rush. Puis moi, j'étais là, j'ai un nouveau-né, donc non, pas de promesse. Puis finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était raconter des histoires. Ça donne que j'aime le dessin aussi. Si je devais abandonner l'écriture ou le dessin, j'abandonnerais le dessin. Je me rends compte que c'est vraiment la partie écriture qui me parle le plus. Bon, j'ai fait des études en cinéma d'animation. Je fais un scénario avant de faire la bande dessinée. C'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, là, les auteurs de bande dessinée. Il y a certains qui sortent directement ce qu'on appelle le découpage ou des fois le chemin de fer, là, dépendamment. Ça, c'est une version de la BD en entier, mais laide. Parce que comme ça, après, si tu décides de jeter 15 pages, tu pleures pas. Parce que tu n'as pas passé 8 heures par page dessus. Donc, je fais mon scénario d'abord, mais je suis extrêmement visuelle. Le découpage est déjà dans ma tête. Fait que là, j'ai le scénario, puis après ça, quand je me lance au découpage, ça va super vite. Je me souviens que pour ça, je faisais à peu près 20 pages par jour au découpage. Là, c'est du dessin très laid, très rudimentaire, mais les décisions importantes sont quand même prises à ce stade-là. Tu sais, combien de cases à peu près? OK, là, elle a fait ça, lui, il s'en va là. Je me donne le droit de changer d'idée plus tard. Là. Quand j'arrive au crayonné, au propre après, j'ai encore le droit de faire finalement, 6 mois plus tard, cette page-là me parle moins, j'ai le droit de la changer.
Mais par contre, c'est sûr que le cinéma d'animation a un impact sur mon travail. Le cinéma d'animation, en plus, que ce que je faisais le mieux, je pense, et selon mes profs, quand j'étudiais là-dedans et tout ça, c'était justement le storyboard. Donc ça, c'est avant l'animation. C'est une version un peu BD de l'anime, où ça existe aussi pour le cinéma en prise de vue réelle. Là. Avant de filmer, surtout quand il y a des gros effets spéciaux, il y a quelqu'un qui va faire des dessins de ce plan-là, il va se passer telle affaire, il va marcher par là. Puis moi, c'était ce que je préférais, c'était mon bout préféré. Fait que là, je suis rendue en BD, c'est un peu cohérent, là, comme suite logique. On m'a déjà dit que mes bandes dessinées étaient très cinématographiques, mais ça, je sais pas. Je fais pas exprès. C'est moi. Je pense que oui, c'est sûr que ça a eu un impact dans la façon que je traite mes images. J'aime beaucoup les pauses. Il y a des longues périodes, pas de texte dans la BD. C'est un peu me tirer dans le pied parce qu'il y a des gens qui doivent faire... Il n'y a pas de texte. Fait qu'il lit super vite. Moi, je me dis, 17 pages, pas de dialogue. Je suis vraiment en nouille. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est des pages où ils ralentissent parce que, justement, c'est une période dans le livre hyper introspective où, justement, le personnage voit de moins en moins. Elle est toute seule, elle est elle-même placée en isolation. Ça va vraiment pas bien. Puis, comme la BD est difficile à lire, en plus, les gens, je voulais qu'ils, potentiellement, aient à recommencer à lire la page. Ils arrivent à la fin de la page. Hey, j'ai pas bien vu qu'est-ce qui s'est passé, je recommence. C'était ça que je voulais. Que confirme que c'est ça que j'ai fait. Yes! Fait que, oui. Plus il y a des méduses, plus c'est dur à lire. Plus on passe au travers des dessins. Ah, je suis pas sûre de la scène dans la librairie, quand elle accroche l'enfant, tout ça. C'est tellement plein de méduses puis plein d'affaires qu'on est vraiment avec elle, finalement, dans son manque de vision, puis dans son mal-être de « Oh non, j'ai fâché quelqu'un. Oh non. » On le ressent en même temps là, que le personnage. Ben super, c'est ça que je voulais. Roanne, tu as travaillé avec Cassandra Cachero pour ajouter des... oui, s'il te plaît, je suis pas bien bonne avec mon pad, mes mains, tout ça. Pour ajouter des photographies à l'intérieur de ton recueil de poésie. Peux-tu me parler de cette collaboration-là? Oui, absolument. Cassandra, c'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. On a travaillé on a fait du customer service ensemble pour Frank & Oak. C'était ma boss. Puis c'était comme la première boss cool, genre, tu sais, comme... On a sensiblement le même âge, elle riait tout le temps de mes jokes. Fait que là, déjà là, moi, tu me gagnes, là, si tu ris de mes jokes, tu sais. Fait que... puis je savais qu'elle faisait de la photo, elle fait de l'argentique. C'est entre autres elle qui était cofondatrice du Womanhood Project, qui a été un compte Instagram et un livre de photos là, avec elle et une de ses collaboratrices. Puis, automatiquement, dès que j'ai pensé à ce recueil-là, c'est la première personne avec qui j'ai voulu aller collaborer. On s'est rencontrés au Parc Laurier par un avant-midi d'automne frais. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'ai pleuré. J'ai dit, tu veux-tu prendre des photos pour mon recueil? Puis j'ai expliqué le concept. Puis elle était comme, oui. Puis là, c'était fucked up. Puis, et quel était ce concept, justement? Oui, le concept, en fait, c'est mes mains, puis c'est 3 objets auxquels... qui font référence à des thèmes dans le recueil. Donc, on a le collier de perles qui, pour moi, représente la relation amoureuse. Aussi plate que parce que mon ex portait souvent un collier de perles. Fait que j'étais comme, bon, ben ceci explique cela. Le string, pour moi, représente... à première vue d'œil, oui, la sexualité, mais je l'associe beaucoup plus à mes amis, à la communauté queer. Il y a quelque chose de profondément queer de porter un string, selon moi. Puis le troisième, ça paraît pas comme ça sur la... comment ça s'appelle? La page couverture. Merci. Mais c'est un briquet. C'est un très, très vieux briquet doré qui appartenait à ma grand-mère. Puis, pour moi, c'est
c'est vraiment mon objet favori au monde. Là. Il est beau, beau, beau. Je le sors jamais de chez nous. Je vais jamais l'utiliser. Il est juste là pour être beau. Puis je me rappelle, à un moment donné, je l'avais apporté à l'école, au primaire, pour un oral, genre... Je sais pas c'était quoi là, que mon prof fumait, mais genre, il fallait qu'on apporte un objet puis qu'on explique cet objet-là, je sais pas trop. Puis j'avais choisi ce briquet-là, puis je l'ai en ma possession en ce moment. Puis pour moi, ça représente la famille, qu'elle soit choisie ou non, là. Donc voilà. Merci. Il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos 3 invités? Ne soyez pas gênés. Des questions sur l'amitié, le processus créatif, leurs œuvres. Non, pas de souci, je continue. Est-ce qu'on peut parler de vos projets futurs? S'il y a lieu. Moi, je suis vraiment dans le début, là, très, très embryonnaire. Moi, je suis dans une situation particulière où, comme là, je disais, c'est mon premier succès. Et là, je me mets de la pression pour le prochain, là. Oh non, pourquoi? Ben, j'ai l'impression que je vais décevoir tout le monde. Là. Tout le monde va m'attendre. Ah oui, OK. Ah, c'est pas aussi bon que la méduse. Donc, j'ai fait un genre de dépression quand non seulement passé de je travaille à c'est fini. Puis là, j'ai plus rien. Là. Bon, c'était pas rien, mais au niveau créatif. Puis là, lui, il sort, puis il a du succès. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est vraiment le fun. Merde, pour le futur, qu'est-ce que je fais? Puis c'est la première fois aussi que j'ai pas un autre livre qui m'attend. Normalement, c'est tout le temps, je travaille sur un projet, puis j'en ai un autre qui m'attend, puis c'est comme s'il me fait des tatas, puis je suis comme, oui, j'ai hâte, tout, moi aussi. Lui, ça me tente plus pas en tout. Ça fait comme 3 ans que je suis dedans. Je t'attends, tu sais. Mais quand là, tu as un autre qui t'attend, pas. est-ce que parce que tu en fais comme 2 en même temps, à différents types de... J'ai fait beaucoup pas de récup, là, mais mettons, La Méduse, c'est à l'origine un pitch que j'avais fait pour l'ONF en 2010 pour un concours qui s'appelait Cinéaste recherché. À ce moment-là, j'avais encore mes 2 yeux, mais j'avais eu toutes sortes de problèmes. Donc, l'histoire était similaire, mais là, c'était pour un film de 5 minutes. Là. Il y a une différence de ce que je peux raconter en 5 minutes versus 230 pages. C'est sûr que ça, c'est meilleur. J'ai été finaliste. J'ai pas gagné le concours, j'ai été finaliste. Donc, ça me disait, hey, j'ai peut-être trouvé quelque chose, mais je l'ai mis dans le fond d'un tiroir, puis je l'ai oublié pendant 10 ans, puis je l'ai ressorti après en me disant, là, il s'est passé plein d'autres affaires, j'ai des choses à dire. Fait que ça, c'est comme de la récup. J'ai fait La Petite Révolution, une BD que j'ai faite en 2012. J'avais écrit ça à l'université. C'était une nouvelle que j'avais écrite dans un cours de création littéraire que j'ai décidé d'adapter en BD. Mon livre chez La Pastèque, c'était des BD que je faisais sur un blog de maman, qu'après 5-6, je me suis dit, c'est un petit peu trop bon pour mettre ça sur un blog, je vais arrêter, je vais en faire un livre après. Fait que c'était tout le temps, ah oui, j'ai un plan pour l'avenir. Puis là, c'était la première fois que je suis comme, hey, là, j'ai rien. J'ai comme épuisé. C'est pas vrai, là. J'ai écrit une histoire à 14 ans là, de sci-fi fantasy que je sais pas si je vais être capable de l'adapter un jour. J'aimerais ça, mais j'ai beaucoup de travail à faire pour l'adapter. J'avais 14 ans, anyway. Mais fait que là, j'étais un peu dans le vide. Je me sentais comme debout devant un précipice. Puis c'est un besoin assez viscéral que j'ai de créer. J'ai besoin de le faire. Puis là, en rendu en juillet, j'avais toujours pas trouvé qu'est-ce que j'allais faire. Puis ça a commencé à me déprimer. Là. J'étais plus bien. Il fallait que je trouve quelque chose. Là, je pense que j'ai trouvé. Cette semaine, j'ai écrit comme une histoire de A à Z. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Là. C'est la première itération d'une histoire. Mais là, j'ai quelque chose. Puis là, je commence à avoir de la drive pour ça. Là. Je ne vais pas vous dire c'est quoi. Je suis pas rendue assez loin pour ça. C'est de la BD, ça va rester dans le même esprit visuellement que ça. Là, si vous connaissez pas mon travail, c'est que moi, j'ai essayé plein d'affaires. Là. J'ai un style très cartoon. J'ai fait du strip. Puis quand on compare les deux, c'est un peu... Comment ça se fait que c'est la même personne? Là? Ouais. Ça vient de l'animation où j'apprenais à dessiner comme plein de styles différents. J'aime essayer des affaires. Oui, puis ce que tu fais comme à illustration d'album jeunesse aussi, puis tout ça, c'est complètement différent, très éclaté, des lignes plus claires, puis tout ça. J'aime me donner des défis, fait que je me donne encore un gros défi pour le prochain. Plus au niveau narratif que visuel. Hâte de lire ça? Mais je te mets pas de pression. Non, pas de pression. J'ai rien dit. On verra quand il sortira. Donnez-moi une couple d'années. Et toi, Guillaume?
L'espèce de postpartum que tu décris, je pense que beaucoup d'auteurs le vivent. Tu finis un projet, l'idéal, c'est toujours d'avoir déjà un projet d'entamer quand on en termine un, comme ça. Parce qu'autrement, on se retrouve dans une situation où on est juste dans l'attente. On a quelque chose qui est mort. À partir du moment où c'est écrit, c'est publié, ça m'appartient plus, je peux plus travailler dessus. C'est plus quelque chose de vivant, c'est quelque chose de mort. Et là, on se retrouve avec quelque chose de mort en attente de réception. Est-ce qu'il va y avoir des critiques? Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'il va y avoir des entrevues? Est-ce que je vais me retrouver sur une scène avec trois personnes comme pour en parler? On ne sait pas ce qui... Et être dans cette position-là d'attente, c'est plate. C'est plate attendre. Tout le monde sait ça. Donc, c'est toujours l'idéal, c'est toujours d'avoir un projet d'entamer déjà quand on en termine un. Et comme toi, j'étais dans la même situation où cette fois-là, j'avais pas de projet de commencer. C'est-à-dire, j'en avais un. J'ai fait toute la recherche est déjà faite. Ça m'a pris quand même 6 mois de recherche à faire. Mais j'ai perdu. Il y a quelque chose je fonctionne beaucoup à l'intuition, comme beaucoup de créateurs. Et il y a une zone d'ombre qui s'est installée. Puis tout d'un coup, le projet ne me tentait plus vraiment. Je me sentais pas l'envie de le faire. Donc, on pense que ça demande beaucoup de discipline pour écrire, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas de motivation, la discipline, c'est juste une torture. Donc, ça prend aussi la motivation. C'est d'abord l'élément déclencheur de tout ça. Et donc, j'étais dans une position où ce projet-là, j'ai dû le laisser en jachère, dire, bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas en mesure de commencer ce projet-là? Bien, tu vas attendre. Ça va être plate. L'idée magique te tombe dessus. Oui, c'est ça. Attends. Mais l'idée est là. La tension chez moi est toujours entre deux pôles qui sont, d'un côté, le pôle plus narratif, le roman plus ludique, le jeu. J'ai écrit un roman qui s'appelle Lockdown, qui est un roman qu'on appelle un whodunit, un peu à la Agatha Christie. Donc ça, c'est beaucoup plus ludique. C'est très porté sur le narratif, les structures narratives, l'intrigue, tout ça, que j'associe plus au jeu. Et des romans comme Robbie, qui sont quand même assez narratifs, mais dans lesquels il y a plus de fonctions expressives, une recherche de sens, des observations sur la condition humaine, sur l'expérience humaine, ces choses-là, plus en profondeur, un désir de profondeur en tout cas. Et je suis toujours en tension entre ces deux pôles-là. Et là, c'est de trouver la ligne quelle va être la ligne la zone de confort pour moi après ce projet-là entre ces deux pôles-là. Et je m'en vais vers Normalement, quand je suis dans des périodes heureuses, c'est plus ludique, plus narratif. J'ai écrit ça dans un chagrin d'amour, donc c'était plutôt sombre. J'étais plus dans le sens, dans la fonction expressive. Et là, comme je suis heureux, ça devrait être plus narratif. Plus intrigue, narratif, Stephen King. Pas Stephen King, là, mais vous voyez le genre de roman un peu plus ludique. Ludique, voilà. C'est le mot. C'est le mot. Et toi, Rohan? Oui, j'ai l'impression que c'est une enquête. Oui, c'est une enquête. Quand est-ce qu'arrive ton manuscrit? Là? Oui, ben en fait, pendant que j'écrivais Des fleurs qui n'ont pas de nom, j'étais déjà en train de penser à ce projet-là qui, pour l'instant, s'appelle Bébé braillard. Puis c'est un éventail des moments de ma vie, oui, exactement, où est-ce que j'ai pleuré, que ce soit de tristesse, de joie, de rire, name it. Puis, en faisant l'éventail, le plan de quel moment je voudrais et tout, je me suis mis à réaliser. Tu sais, on connaît tous quelqu'un qu'il arrive quelque chose de complètement saugrenu, puis t'es comme, of course que ça arrive à cette personne-là. Mais ça, c'est vraiment moi. Comme, il y a tellement de situations que j'ai vécues que je suis comme. C'était sûr que ça allait m'arriver. Il n'y a aucune chance que ça arrive à personne dans la vie, sauf à moi. Tu sais, comme. Je suis pour ça, moi aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, finalement, je ne sais pas si le projet change ou si je fais les deux ensemble ou s'il va ça va être 2 projets distincts. Il faut que j'en parle avec mon éditrice. Je suis aussi en train d'écrire une pièce de théâtre sur la notion du pardon et de la culpabilité. Puis, comme je l'ai mentionné aussi, je travaille sur ma musique. Donc, ça devrait sortir bientôt. Faut que je le sorte, là. Faut que je le sorte. Va falloir. Ouais. Je vous remercie infiniment. Je vous invite à aller les rencontrer à leur stand, séance de dédicace. Alors, Guillaume Bourque, auteur de Robbie reste chez Le Méac, qui est comme... Je serai justement chez Le Méac juste là, entre 15 minutes. Si vous voulez venir me voir, ça va me faire plaisir de vous parler. Boum, autrice de La Méduse, qui va être chez Pau Pau
C'est juste là, là. hein, C'est juste là. 1600 kek, puis c'est juste là. C'est très proche. Tout le monde est Ouais. très, très proche. Ça vous fera pas beaucoup de pas pour aller les rencontrer. Roanne Mercil, auteuriste de Des fleurs qui n'ont pas de nom chez Hurlante, aussi 1804, là, un petit peu plus par là-bas. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci à nos invités pour ce beau partage. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Ça se ferme. C'est ce que j'essayais de comprendre. Ça se ferme pas. Non, non, c'est juste qu'on te sent.